Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes là. De plus en plus nombreux. Les gens de Podbox me disaient ça, que ça allait bien, tant mieux. Dans le fond, on fait quelque chose. On espère que vous appréciez nos invités et que les propos qui peuvent être dits ici vous rejoignent d'une certaine façon. Et juste pour votre gouverne, sachez que près de 80% qui écoutent les podcasts de Parents et Amis le font avec des écouteurs. Donc, probablement télécharger, aller marcher le chien, aller faire des marches de santé. C'est merveilleux, on apprécie. GilesParent.com toujours et puis sur plusieurs applications qui sont en première page de notre site. Comme le maire Labaume a annoncé son retrait de la vie politique cet automne, on a vu plusieurs candidats montrer leur intérêt à mener les destinées de la Ville de Québec. C'est assez nouveau. La campagne municipale est en cours. L'offre est variée. Une course où serait bien malin celui ou celle qui peut prédire avec certitude maintenant l'issue du scrutin de la vieille capitale. J'en jase avec mes amis, puis il y a bien des gens qui disent sacrifice, on ne sait pas. On ne sait pas où ça s'en va. Pour tenter de mesurer les idées, les candidates, les candidats, les programmes, le potentiel d'élection. Qui d'autre que François Bourque, compétent chroniqueur et journaliste au Soleil? T'as pas le choix, je l'ai dit, là. Bonjour François. Salut Gilles. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de nouveaux. On disait pas ça depuis 10 ans à Québec, mais là, oui. Oui, il y en a. Hey, est-ce que je peux déjà corriger ou nuancer? Oui. Une affirmation? Oui, une affirmation que tu viens de faire. C'est comme Labaume a annoncé son retrait de la vie politique, il y a beaucoup de candidats qui se sont manifestés. Non. À part Marie-Josée Savard, qui évidemment est la dauphine de Labaume. Donc, elle, oui. On connaissait pas son intérêt pour la mairie tant que Labaume n'était pas parti. Mais les 4 autres étaient déjà là avant. Okay. Avant que Labaume annonce son Perception, départ. Donc, tu fais bien de me le dire. Donc, c'est ça, Jean-François Gosselin était déjà connu comme candidat à la mairie. Les 4 autres, si Labaume restait, il aurait été là. Jean Rousseau aussi était là. Okay. Et en fait, celui qui est le nouveau venu, Bruno Marchand, a annoncé sa candidature avant qu'on sache que Labaume s'en allait. Okay. Et puis, Jackie Smith, c'est pareil, de Transition Québec. Donc, il y en a 4 qui étaient déjà là de toute façon. Et qui auraient affronté M. Labaume de toute façon. On a souvent dit qu'il n'y avait pas de course à Québec, qu'il ne se passe rien. Puis là, c'est tout à fait le contraire, là. Ah ben là, pour la première fois depuis 2000... 2007, la course était au... La première course ouverte, ça a été au décès de Mme Boucher. Okay. Là, il y avait une course ouverte. C'est la première véritable course depuis ce temps-là. En fait, il y a un prof de Sciences Po qui utilisait l'expression. Il dit, en fait, pour la première fois depuis cette époque-là, l'élection municipale n'est pas un référendum sur la bombe. C'est-à-dire, qui vote pour ou contre. Puis il y en a beaucoup qui votaient pour. Hein. Il y en a beaucoup qui ont voté pour. Des fois, il y a eu des pourcentages presque soviétiques dans les élections municipales à Québec. Donc, c'est la première fois qu'on ne se prononce pas sur M. Labaume. Mais le fait qu'il s'en aille, et ça, je trouve que ça détermine le ton de cette campagne-là. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais même s'il y a beaucoup d'adversaires, il n'y a personne qui attaque férocement le passage de M. Labaume, malgré... Tu sais, en cours de route, on lui a reproché bien des choses, mais... Surtout sur son style et sa personnalité. Sur son style, parfois sur ses décisions. Mais regarde, François, il y a une explication. Quand on fait le premier coup de sonde dans le Journal de Québec, je pense fin juin cette année, de 2021, on en profite pour demander qu'est-ce que vous retenez de M. Labaume, avez-vous aimé? Tu es prêt de 75-80% des gens qui ont dit finalement, il était un bon maire. Oui. Fait que si t'es adversaire, tu commences à varger là-dedans. Exactement, parce que tu sais que pour gagner, il va falloir que tu convainques des gens qui votaient pour la bombe de voter pour toi. Donc, tu peux pas l'attaquer trop. C'est vrai que c'est un élément crucial. Et donc, ça détermine, je trouve, le ton de la campagne qui, jusqu'à maintenant, est assez posé. C'est sûr qu'on meurt si un adversaire fait une petite bavure ou une petite erreur ou se trompe de mots ou explique mal quelque chose. Là, les adversaires sautent dessus, mais c'est pas la bombe qui est attaquée. Alors, c'est pas le bilan. Puis même Marie-Josée Savard, tu sais, elle est pas attaquée, même si on pourrait imaginer, elle est dauphine de M. Labaume, c'est elle qui, normalement, devrait défendre le bilan de M. Labaume, mais elle n'est pas attaquée très sévèrement là-dessus. Pour cette raison-là, les gens doivent convaincre les électeurs de Labaume de l'appuyer. On va regarder force en présence, puis je pense que c'est bien de commencer par Marie-Josée Savard. D'abord, elle est la dauphine de M. Labaume. Il y a une situation qui n'est pas exceptionnelle, c'est-à-dire que M. Labaume doit terminer son mandat cet automne, donc il y a comme une juxtaposition des deux personnes. On pourrait voir, est-ce que tu sens, toi, la présence de M. Labaume depuis qu'elle... Ben, la présence, il est encore maire. Il est encore maire. Je parle de la campagne. Ben, il est encore présent. Je pense qu'il fait un effort pour être peut-être un peu discret. Je pense qu'il y aurait, avec la vraie campagne municipale qui vient de commencer, parce que on était techniquement, la campagne a commencé au début
la semaine dernière, ou à peu près. Avant ça, ben, la campagne municipale a été occultée par le fédéral. Fait que pendant tout l'été, puis même début de l'automne, normalement, on aurait parlé d'élections municipales, puis là, beaucoup moins. Fait que, mais là, M. Labaume, moi, je sens qu'il convoque un petit peu moins. Là. Il a comme cédé un peu la place au cours des dernières semaines. Mais en même temps, c'est ça, il est encore le maire, puis... Mais c'est un couteau à deux tranchants pour lui. Pense-y, François, si M. Labaume était trop présent, il se ferait critiquer, mais ce qui donnerait pas l'impression, c'est que Marie-Josée Savard pas assez forte pour elle-même prendre la place. Fait qu'il faut que tu équilibres ça, là. Ah ouais, il faut réussir à doser tout ça. Puis même dans la dernière année, M. Labaume il nous a dit que ça faisait beaucoup de mois qu'il savait que il y avait eu des discussions dès l'an dernier avec Marie-Josée Savard là-dessus. Et évidemment, il ne nous l'a pas dit. Puis au cours de l'année qui a suivi, il ne l'a pas mis en évidence. Comme il aurait pu choisir de le faire. Lui, sachant que c'est elle qui ira à la mairie, il aurait pu décider, je vais la mettre un petit peu plus souvent en avant, puis c'est pas arrivé. En tout cas, s'il a essayé de le faire, personne ne s'en est aperçu, donc ça n'a pas marché. Est-ce que sa décision était finale? Est-ce qu'elle était sûre qu'elle voulait prendre sa place? Moi, j'ai compris que oui, probablement qu'elle avait pris sa décision. Mais tu sais, la Ville de Québec, puis ça, c'est un peu peut-être la faute des médias, mais elle est toujours prise dans un dilemme quand on fait des communications publiques. La Ville s'est aperçue que le gros vendeur, quand la Ville fait une conférence de presse, c'est le maire. Si le maire n'est pas là à une conférence de presse, les journalistes n'y vont pas, puis les médias n'en parlent pas. Donc, si Québec veut être efficace dans ses communications, ben, t'envoies ton meilleur joueur. Et c'est la bombe. Puis évidemment, il prend tout. Par la force des choses, il prend tout l'espace. Rappelle-toi Rémi Normand, quand tu faisais les conférences puis il remplaçait M. Labaume. Les journalistes se plaignaient. Ah, c'est moins intéressant, il connaît moins ses dossiers, il maîtrise moins. Oui, pas qu'il connaît moins ses dossiers, mais il y a moins effervescent, mettons. Ouais, ça devient quasiment le show, là. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas le côté empathique ou sympathique que peut avoir M. Labaume. Je dirais pas que M. Normand ne connaissait pas ses dossiers, au contraire, mais c'est pas un bon communicateur chaleureux, comme peut l'être M. Labaume. On le sait, il est capable d'avoir l'air bête aussi. Il l'a eu souvent. Mais il est à l'autre extrême, il était capable d'être parfaitement charmant et séduisant. Alors, donc, il a pris toute la place. Sauf qu'il y a, honnêtement, même moi qui suis beaucoup les affaires municipales. Moi, j'ai suivi la bombe, sa montée, puis on couvrait son départ. Tu m'as demandé qui dans son équipe va lui succéder. Jamais j'aurais nommé Marie-Josée Savard. Pourquoi? Je ne l'ai pas vu venir. Pas du tout. Ah, ben non plus, mais personne ne l'a vu venir, je pense. C'est sûr qu'on n'est pas à l'interne dans les discussions de l'exécutif. C'est quoi son influence véritable sur les collègues? C'est dans quelle mesure elle s'est affirmée à l'exécutif ou pas? Mais ton point est intéressant. C'est difficile de le dire. On n'est pas là. 4-5 ans avant, quand tu as Julie Lemieux qui est là, ou quand tu as Jonathan Julien, tu aurais été porté probablement à dire peut-être plus eux autres. Oui, puis à la limite, même, si tu me demandes, c'était qui le numéro 2 de l'administration Labaume actuellement? C'est Rémi Normand. Normalement, qui est les dossiers de finances et dossiers. Puis tu as absolument raison quand tu dis ce qu'on aurait imaginé que Julie Lemieux puisse prendre la place. La réponse est oui. Puis pareil avec Jonathan Julien, avec Marie-Josée Savard, personne n'a vu parce qu'elle a une personnalité qui est plus discrète, qui est plus effacée. Puis même moi, je l'ai interviewée souvent au fil des années. Puis honnêtement, je fais une confidence, là, ça m'a dit j'ai arrêté. Je trouvais qu'elle me disait rien. OK. Je trouvais qu'elle me disait rien de précis, tout ça. C'était pas qu'elle se mettait un pied dans la bouche, c'est qu'elle c'était plus évasif. C'est comme si elle était très, très, très prudente. Langage trop politique, passé, très personnel. Très réservé. Okay. Je dirais pas jusqu'à dire elle connaissait pas le détail du dossier. Je peux pas l'affirmer, mais je sais que les réponses, moi, j'étais souvent déçu des réponses que j'obtenais. Si tu es candidat depuis quelques années avec M. Labaume, puis que tu apprends la situation, c'est-à-dire que M. Labaume s'en va, c'est Marie-Josée Savard. Si François Bouc du Soleil trouve ça pas étonnant, mais mettons que tu as été pris de court un peu par l'arrivée de Mme Marie-Josée Savard, on peut comprendre que certains candidats, potentiels ou non, se sont dit la même affaire. Et Batins, est-ce qu'on va gagner? Est-ce que c'est pas pantoute pareil comme M. Labaume? Ça explique peut-être qu'il y a eu des défections. Il y en a qui sont partis, il y en a qui étaient déçus, d'autres qui ont hésité avant de revenir. Fait que finalement, même l'ancienne directrice générale, on en parlera si on veut dans ce podcast-là, comme dit, ben écoutez, c'est plus pareil. Ça sonnait, c'est plus pantoute l'équipe Labaume, là. Il y en a une gang qui sont partis. Entre guillemets, ça c'est mon interprétation. Vous comprenez pourquoi il y en a qui sont partis, parce qu'on n'est pas aussi sûr. Comment tu juges ça, toi? C'est sûr que les chances de gagner sont plus les mêmes. Là, comme on disait en commençant notre conversation, le jeu est plus ouvert cette fois-ci. En fait, Marie-Josée Savard, qui était VP de l'exécutif, normalement, au début d'une course comme celle-ci, elle aurait dû profiter d'une espèce d'avantage de notoriété.
par rapport à d'autres. M. Gosselin est un peu présent dans l'actualité, mais par rapport à Marchand, même Rousseau est un petit peu présent, mais normalement, il aurait dû profiter d'un gros avantage de notoriété, et ce n'est pas le cas. Qui pouvait nommer, puis même encore aujourd'hui, je serais curieux qu'on pose la question, c'est qui la dauphine de M. Labaume? Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de citoyens qui peuvent la nommer. Donc, au plan de la notoriété, je pense que ça égalise le jeu. Là. Tout le monde part à peu près du même pied. Il faut comprendre aussi que dans la dernière année, avec le et demi, qui est quand même une bonne partie du mandat qui s'achève, c'est ça, le maire a été tout seul sur la place publique. À peu près, il y a eu moins de débats politiques locaux, les conseils municipaux avaient lieu à distance. C'est vrai aux autres niveaux politiques aussi. Pour les oppositions, ça a été des périodes où les oppositions ont eu de la misère à se mettre en évidence. C'est vrai à Québec aussi. Donc, tout ça pour dire que on part plus à jeu égal en termes de notoriété. Aurais-tu osé, si ça avait été conseiller, ce que tu n'es pas, mais conseiller, mettons, marketing, dire essayons d'avoir quand même un lien avec le mot Labaume. Tu sais, pour le public, je suis pas en train de te dire politiquement, parce que Marie-Josée veut s'affranchir probablement de M. Labaume. Mais tu sais, équipe Marie-Josée Savard, si les gens ne savent pas trop son nom, est-ce que c'est évident pour ceux qui vont les voter que c'est la continuité de ce qu'on a aimé de Labaume, ou du régime Labaume, ou de l'administration Labaume? C'est ça, est-ce qu'il aurait fallu équipe Labaume plan B? Aurait-tu fallu t'appeler comme ça? Je pense pas, moi. C'est sûr, elle va vouloir faire sa place. Oui. Mais en même temps, elle ne renie pas qu'elle incarne la continuité du régime Labaume. Elle pourrait dire, c'est une ère nouvelle qui commence, Labaume est parti. Elle n'a pas joué là-dedans beaucoup. Elle n'a pas cherché à prendre ses distances avec Labaume. Puis moi, j'ai pas entendu qu'elle reniait beaucoup des décisions qui ont été prises par l'administration Labaume. On a l'impression qu'elle a été d'accord. Je sais pas si c'est par solidarité qu'elle n'ose pas prendre ses distances, mais on comprend qu'elle a été d'accord avec à peu près toutes les décisions qui ont été prises par l'administration Labaume. Donc, elle cherche pas à s'en démarquer, Labaume. C'est notable, c'est intéressant de voir que la plupart des partis présentement ont dit que, bon, on ne sait pas exactement où ça va aller, qui va être élu, qui ne sera pas élu, quel genre de gouvernement municipal on va avoir. Mais ce qui frappe, François, c'est de voir à quel point il n'y a pas, à part quelques différences, il n'y a pas de grande différence pour des raisons que je pense qui se raccrochent à ce qu'on a dit en intro de ce balado. Les gens étaient satisfaits pas mal de l'administration de la ville, de la gestion de la ville. Fait que tu sais, si tu regardes, à moins que tu me dises le contraire, parce que tu es plus dedans, moi je vois pas de grande différence entre les partis qui sont là. Fait là où il y a une espèce de discours qui est assez commun ou assez partagé par tous les partis, c'est tout ce qui concerne la qualité de vie dans les quartiers. En 2017, à l'élection précédente, il y avait une espèce de clash entre la vision de l'administration Labaume et le parti d'opposition Québec 21, qui était alors un nouveau parti, mais qui était arrivé avec un discours un peu simpliste, avec une idée ou une idée et demie. Le troisième lien à l'Est, c'est devenu une caricature. Quand on demandait à M. Gosselin à l'époque, c'est quoi votre meilleur projet culturel, c'était le troisième lien. Bon, c'est caricatural, mais l'autre, moi je trouve l'autre image qui dans mon esprit à moi est restée collée à M. Gosselin pour la campagne 2017, c'est le discours sur la rue Maguire à Sellery. Ah oui. Quand il n'est pas question de renoncer à un stationnement pour mettre un arbre à la place. Alors là, M. Gosselin a beaucoup, et son parti ont beaucoup évolué depuis 4 ans et je pense, ont intégré toute cette dimension-là de l'importance de la qualité des... Y compris le transport en commun. Y compris le transport en commun. Donc, à l'époque, c'était pas de système de transport en commun structurant, puis aujourd'hui, il en propose un. Mais, donc, on s'est beaucoup rapproché et tout le monde est à peu près là-dedans. Évidemment, pas toujours avec les mêmes outils. C'est sûr que si on pense à Transition Québec, dirigé par Jackie Smith, qui est un parti qui est... Je pense qu'il ne renierait pas l'image que je vais utiliser. C'est le Québec solidaire du municipal. C'est un parti qui pousse, qui étire l'élastique. Ils sont aussi pour la qualité de vie, améliorer les rues conviviales, les rues piétonnes, les pistes cyclables. Donc, améliorer les parcs, les espaces verts, la canopée, tout ça. Tout le monde est rendu là-dedans maintenant. Oui. Donc ça, c'est quand même... Mais c'est un discours presque nord-américain, pour ne pas dire mondial, pour la préservation de la planète. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Non, pas du tout. Ça, c'est rendu maintenant un espèce de grand dénominateur commun. C'est ce qui fait que les partis verts, là, il n'y en a plus à Québec parce que c'est ce discours-là, ce qui était à l'époque l'apanage du Parti vert. Aujourd'hui, tout le monde a intégré ça, puis tout le monde trouve que c'est important. Donc, là-dessus, oui, les partis municipaux
il y a des questions de nuances, comme Transition Québec, par exemple, va vouloir aller beaucoup plus loin dans la défense de la planète. Il y a un discours, je suis pas sûr qu'on connaît pas tous les détails de leur proposition, puis je suis pas sûr dans quelle mesure ça va être réalisable, mais exemple, ils vont nous parler pendant cette campagne-là de fiscalité. Et ils vont nous dire, écoutez, le régime fiscal actuel, là, au municipal, qui repose beaucoup sur les valeurs foncières. Tu sais, tu payes les principaux revenus de la ville viennent du foncier, puis plus tu as une maison qui vaut cher ou un immeuble qui vaut cher, plus tu payes de taxes. Ils aimeraient introduire une mécanique qui dirait tes taxes, tu vas les payer en fonction de ton mode de vie ou de ton impact sur l'émission de gaz à effet de serre. Donc, là, je sais pas comment ça peut se gérer. Je sais pas comment ça peut imaginer, mais on voit que dans les outils pour protéger l'environnement, dans les moyens proposés, ils vont beaucoup plus loin, puis je ne sais même pas si c'est faisable, mais ça me semble, ils vont plus loin. Mais dans le discours général, ça se ressemble. Donc, tout le monde est pareil. Évidemment, sur les moyens, c'est là qu'il y a des distinctions. Il y a encore, je pense qu'un des principaux points de différence ou de divergence entre les partis, c'est évidemment, ça reste Québec 21 sur le transport structurant. C'est le seul parti qui est contre le tramway. Donc, mais s'ils réussissent à faire le plein de tous les gens qui sont inquiets du tramway ou qui n'aiment pas qui sont contre l'idée qui est sur le projet qui est sur la table, s'ils réussissent à faire le plein de tous ces gens-là, ben moi je pense qu'ils vont avoir un résultat assez significatif parce qu'il y en a quand même beaucoup de gens qui sont contre le tramway à Québec. Oui, sauf qu'en ayant ajouté le train léger qui est plus ou moins réaliste, là, ça va être... Moi, ça me surprend qu'on n'ait pas encore détruit cette idée-là pour 1000 raisons. Il s'agit de se promener en ville. C'est pas parce que j'ai pas essayé. Non. Mais François, je me promène sur de la couronne, je me promène un peu partout, puis des fois, juste par curiosité journalistique, je m'arrête, j'ai du temps. Tu sais que j'ai plus de temps qu'avant. Bonjour, monsieur, de quel fait des travaux préparatoires au tramway? Partout, on me dit ça. Partout, pas partout, mais tu comprends. Il y en a beaucoup. Fait qu'il y en a beaucoup de travaux. On a déplacé les trottoirs, on change on tasse je pense que c'est sur la couronne. Toutes les infrastructures sont déplacées vers la droite pour laisser le centre. Puis là, voyons. Donc, c'est parti. Ça me semble irréaliste. Écoute, ce qui est très drôle, c'est que l'idée du train léger, je t'en ai déjà même parlé d'un podcast, moi je me disais, par exemple, l'axe Le Bourgneuf-Québec, en plein milieu de Robert Bourassa, j'aurais vu ça, moi, un train là, qui n'aurait pas dérangé, qui n'aurait pas amené un gros changement de structure, tout ça. Mais là, il me semble qu'on est rendu trop loin pour dire, on sacre ça au vidange. Puis comment peut-il, au nom du gouvernement du Québec, M. Gosselin, dire, ils vont être là, ils vont mettre le 3 milliards. Baptême, je trouve ça un peu... je pense que ça a été sa grande erreur depuis le début de la campagne. Parler pour les autres. C'était à la limite de la malhonnêteté intellectuelle même, de faire croire que le gouvernement va verser le 3 milliards. D'ailleurs, le gouvernement a corrigé. Il a dit il faut. Tout va devoir être renégocié. Est-ce qu'on est déjà rendu trop loin pour pouvoir reculer? Moi, je pense que c'est sûr que si on voulait reculer maintenant, je pense que c'est sûr que ça va coûter cher et ça reporterait à... Je ne sais pas quelle sorte d'horizon la mise en place d'un système de transport pour Québec. Et de toute façon, avec le budget qui est sur la table, le 3 milliards, 0.3 et un peu plus, qui est sur la table, combien de kilomètres de métro on peut faire à Québec? Puis on le ferait dans l'axe de la Haute-Ville seulement. Combien de citoyens en profiteraient vraiment? Moi, je pense que pour toutes sortes de raisons financières, au plan du nombre de citoyens desservis, tout ça, je trouve que c'est un projet qui est difficile à défendre. Dans le monde idéal, j'aimerais bien mieux avoir un métro qu'un tramway. On en a assez parlé, on pour des raisons. Parlé, mais dans le monde idéal, peut-être, mais je pense que c'est pas le cas de... Mais il pourrait y avoir... admettons qu'on dit... prenons l'exemple de M. Rousseau, lui qui disait qu'il faudrait se rendre à Marly. C'est ça, il faudrait se rendre au ministère du Revenu. S'il y avait une addition, même d'après moi, ça peut se faire plus facilement qu'on raye ça puis on fait un train léger. Rendu en 2021, puis moi, c'est pas une question de volonté, je te l'ai dit, ce que je pensais à cause des conditions climatiques, puis ça, moi, j'aurais fait une section de métro moins longue, mais ça, regarde, on est ailleurs, faut arrêter, on peut pas vivre dans le passé. Non. Mais ça qu'il y a eu un addendum de même, qu'on dise, OK, on se rend à Marly, tout ça pourrait être négocié. Je pense que les 4 partis qui sont favorables au tramway vont arriver sous une forme ou une autre. Peut-être pas Équipe Savard, parce que eux, c'est leur proposition, je pense qu'on la prend telle quelle. Avec peut-être des modifs. En tout cas, en gros, j'ai l'impression qu'on va la prendre telle quelle, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des petites modifications qui vont être proposées et par le bureau de projet et par, il ne faut pas perdre de vue, et par le consortium qui va réaliser les travaux, parce qu'on le sait, dans le cas le mode de gestion que la Ville de Québec a choisi pour ce projet-là, c'est de laisser de l'espace pour les consortiums pour qu'ils puissent proposer des solutions. Donc,
Puis il y a peut-être des idées nouvelles qui vont venir, des entreprises qui vont obtenir le contrat du tramway. Ils en ont fait dire, là, d'autres, regardez, c'est ça votre projet sur la table, mais si on le faisait de telle façon, ou si on passait là plutôt qu'ici... À cause de leur expérience à eux, Ben, qui est quand ou à même cause pas de fou. ce qu'ils vont trouver, des études qui se poursuivent. T'sais, plus le projet avance, plus les études, les analyses deviennent fines, puis on s'aperçoit ici et là, il y a tel problème. Donc, grosso modo, je pense qu'Équipe Savard défend la proposition qui est sur la table. Les 3 autres qui sont favorables au tramway vont, à des degrés divers, proposer des petites modifications. Entre autres, peut-être pour sauver les arbres sur René Lévesque, qui était un des gros débats, parce que même des gens favorables au tramway, il y en a qui ont fait bataille, puis qui continuent de faire bataille pour essayer de protéger des arbres. Puis il y a des moyens savoir de faire... le nombre d'arbres? Parce que moi, j'ai vu 600, j'ai vu 1700, j'ai vu plus de 2000. Hey, un peu, Au là. départ, c'était 1700. Après ça, on a réanalysé. On a dit, ouais, on va être capable d'en couper un petit peu moins. Et, tu sais, c'est un parti, puis je pense que Transition Québec a déjà mis ça ou est en train de mettre ça sur la table, puis je pense que d'autres pourraient le faire aussi. C'est de dire, OK, on va accepter de sacrifier une fois de circulation d'auto sur René Lévesque, dans un sens ou dans l'autre, ou je sais pas la modalité. Okay. On pourrait imaginer rétrécir la largeur des voies d'auto pour être capable de sauver des arbres sur le côté. Ça, c'est une proposition qui d'après moi, invalide pas le projet de tramway ou oblige pas à retourner sur ces planches à dessin pour bien longtemps, mais c'est le genre de modification qu'on va peut-être voir. Jean Rousseau de Démocratie Québec propose d'aller à Marly. Bon, tu sais, le débat a été fait là-dessus. Maintenant, lui, il peut il peut tirer une conclusion différente, mais le débat là-dessus, il est clair. Il y a un enjeu de coût, puis il y a un enjeu de difficultés techniques et il y a un enjeu de performance là-dedans. C'est-à-dire, le trajet qui a été choisi, c'est que on va pas à Marly, puis on va partir de Cap-Bourgeois pour aller direct à Legendre en passant à droite. Ça veut dire qu'il y a un viaduc par-dessus la voie ferrée qui va être plus droit et tout ça. Donc, alors qu'il faudrait faire un détour de quelques centaines de mètres pour aller desservir Marly. Donc, ça augmenterait les coûts. Mais ça, je pense que c'est un argument marginal, mais c'est surtout, ça fait un détour pour les gens qui vont arriver de Legendre, de Portneuf et autres. Ouais. Puis si tu perds 6-7 minutes, tu perds de la performance. Alors, le bureau de projet a fait le choix de dire, nous, on privilégie la performance et le coût. Mais c'est tout à fait correct que quelqu'un puisse penser le contraire. On va desservir le gros employeur qui est l'Agence du revenu. 2 secondes pour revenir, parce que c'est un questionnement sur lequel plusieurs personnes parlent, le fameux René Lévesque. Il a toujours été au cœur de... Tu sais, quand on avait voulu rendre ça cycliste seulement, tu te rappelles, ça avait été la fois... C'était un projet de la bombe au départ, je sais pas si tu te souviens. Ben, rappelez pas que c'était la bombe, mais en 2008, ça avait alimenté Radio Parler. Oui, mais ça, c'est la bombe qui arrivait à la mairie au début 2008. René Lévesque... Et c'était à l'époque où on parlait d'essayer de faire un leg, que la ville se ferait un leg à elle-même. Mais rappelez pas que c'était arrivé finalement. Mais la bombe avait lancé cette idée-là d'un grand boulevard vert, tout ça. Les environnementalistes n'en croyaient pas leurs yeux. Et finalement, bon, ça s'est pas fait. Mais à cette époque-là, oui, il était prêt à sacrifier toutes les voies de circulation. L'ancien Saint-Cyril, donc René Lévesque, a souvent été au cœur des discussions. Mais une des choses, puis là, c'est probablement... un spécialiste qui pourrait le dire, où toi, t'as fait tes recherches. Mais pour être allé à Toronto récemment, pour être allé à Barcelone il y a quelques années, il y a des endroits, évidemment, où quand pas le métro, mais quand le tramway passe, c'est des routes qui sont utilisées aussi par les automobilistes. Tu comprends? S'il n'y a pas de tramway, ben, tu peux passer là aussi. Nous autres, à Québec, on nous a dit, René Lévesque, non, ça va être surélevé. Ce qui fait que il y a des endroits en perpendiculaire, on ne peut pas traverser. Exemple, sur la rue Moncton et les autres. Bon. Mais moi, je me disais, est-ce que c'est impensable d'avoir un tramway dont les rails seraient à ras-le-sol, ce qui permettrait d'avoir les voitures quand il n'y a pas de tramway? Tu comprends mon point? Moi, je pense que techniquement, c'est tout à fait... Parce que ça se fait ailleurs, ça se fait à Toronto, ça se fait... Bon. Techniquement, c'est tout à fait imaginable. Pourquoi on arrive avec une surélévation qui va faire enfanchieniser la vie d'à peu près tous ceux qui veulent traverser, parce que ça va être sens unique. En tout cas, est-ce que ça a été évacué parce que c'était impossible? C'est ça ma question. Non, je pense que c'est... Non, pas encore? Je pense que c'est un choix. C'est-à-dire, il y a un choix qui a été fait, mais c'est un choix. Je pense que c'était pas une obligation de le faire si ma compréhension est bonne, c'est pas une obligation de le faire surélever. Il y a un choix d'un argument de sécurité là-dedans, en disant, bon, la voie va être traversée moins souvent par des voitures, donc en termes de performance, en termes de moins dangereux de peut-être. Conflit, tout ça. Moi, j'ai compris qu'il y avait cet argument-là, mais je pense pas que c'est impossible de l'imaginer au niveau du sol, parce qu'on le voit partout ailleurs. Et ça, je pense que c'est le genre de proposition qu'on va voir arriver dans la campagne électorale. J'espère. Moi, je vais peut-être vous le baisser. Est-ce que ça veut dire qu'on va permettre la traversée de René Lévesque à toutes les intersections? Peut-être pas non plus. Non, mais il y a moyen de faire un compromis. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que... Puis l'autre argument qu'on entend, puis là, il est trop tard pour en parler, mais on l'entend encore pareil, puis je suis obligé de te dire que peut-être l'endroit le mieux
desservis par les autobus rapides, les fameux autobus, comment on les appelle, les métrobus, tout ça, c'est René Lévesque. T'es d'accord? 801, 802 qui sont en arrière. Les parcours de 800, 801, entre autres. Mais René Lévesque, et le 802, qui est un parcours qui est... Et le 807, c'est des parcours qui sont très utilisés aussi. Sur chemin Sainte-Foy, c'est épouvantable. 807, c'est très... Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien desservi. Fait que les gens disent, est-ce que c'est vraiment René Lévesque? Ça, c'est toujours la question, qu'il a autant besoin, alors qu'il est tellement bien desservi d'un tramway. Mais là, on revient à la base, c'est que le tramway, faut qu'il passe à quelque part, puis il passe normalement à des endroits stratégiques dans toutes les villes. Souvenons-nous, une première version de tramway là, qui a été mise de côté, on voulait passer sur Charest. Oui, pour développer. Ce qui n'avait pas de bon sens là, en termes de... Parce que une des raisons pourquoi Québec a choisi de passer au tramway, ça disait nos corridors de métrobus sont encombrés aux heures de pointe, puis il n'y a plus d'efficacité, ça devient dissuasif, c'est plus agréable, il n'y a plus de confort, on a atteint la pleine capacité et au-delà. Donc, c'était ça l'argument de passer au tramway, mais si tu mets ton tramway à Basseville, là où il n'y a personne pour l'instant, ou très peu de commerces et d'entreprises, c'est ça. Tu vas t'en servir pour développer dans je sais pas combien de dizaines d'années avant que ça donne des résultats, parce qu'en même temps, tu développes tous les autres secteurs de la ville. Puis Québec n'a pas un taux de croissance de 18 %. Là, fait que, je comprends. C'était un choix qui était questionnable. Et là, on est revenu avec un tracé Haute-Ville. Je pense que sur le chemin Sainte-Foy, il y avait beaucoup d'achalandage sur le chemin Sainte-Foy. Il y aurait eu un intérêt à passer sur le chemin Sainte-Foy aussi. Mais je pense que l'étroitesse du chemin Sainte-Foy aurait rendu ça encore plus compliqué que sur René Lévesque. Mais mettons, je me fais encore l'avocat du diable. On va finir par arrêter d'en parler, mais je trouve ça le fun d'en parler. Prenons René Lévesque encore, puis faisons ce que plusieurs villes européennes font, et même nord-américaine, c'est que tu prends un des principaux problèmes sur René Lévesque en autobus, c'est quand tu es dans la voie de droite, tu te fais brasser comme ça n'a pas de bon sens, parce que pas les chaînes, mais voyons, là où on évacue l'eau, je cherche le nom, là, on dit les grilles d'égout. OK. Les grilles d'égout sont beaucoup sont surbaissées. Fait que ce qu'on fait souvent en Europe, c'est qu'on les met sous les trottoirs. Tu comprends? Fait que là, les routes sont beaucoup plus droites. Fait que ce que je veux dire, c'est que si j'étais non partisan du tramway, je dirais, commencez par... Vous auriez pu dépenser beaucoup pour mettre René Lévesque très droit, mettre les trous en dessous des trottoirs. Tu comprends? Puis, moi, je suis pas ingénieur, là, mais moi non plus. Ça se peut-tu qu'on a un hiver que les Européens n'ont pas? Ben oui, ça se peut. S'il y a de la neige sur les trottoirs, de la glace sur les trottoirs, déjà que au printemps, on a l'impression que l'eau s'évacue difficilement. Regarde, ça dépasse mes compétences. Puis le fait de mettre d'avoir choisi de faire passer le tramway au centre de la chaussée plutôt que sur le côté, il y a quelque chose qui est à la fois moins dérangeant aussi pour les autos, parce que sinon, imagine, si ton tramway est sur la voie de droite, toutes les voitures, comment les voitures peuvent tourner à droite? Là, au lieu d'être le virage à gauche qui va être compliqué, c'est le virage à droite qui serait compliqué, puis je suis pas sûr que tout le monde serait plus heureux pour autant. Tu sais, il n'y a pas de solution. Puis il n'y a personne qui s'est levé un matin en disant, oui, on fait un tramway à Québec, mais on va essayer de le rendre le plus désagréable possible. Je peux pas croire. C'est pas ça. Mais tu sais, il n'y a pas de solution parfaite. À un moment donné, tu fais un choix entre des arguments pour, des arguments contre telle ou telle solution. Puis moi, je pense que tous ces choix-là ont été faits de bonne foi, puis il y a un justificatif. Il n'y a rien qui est fait pour écœurer le monde. Donc, tout ça a été fait de bonne foi, parce qu'il ne veut pas dire que d'autres ne peuvent pas avoir un avis différent sur c'est quoi le choix technique qu'on devrait faire. J'espère qu'on va amener sur le débat public, dans cette campagne-ci, la surélévation de certains endroits, dont René Lévesque. Moi, je trouve que c'est un élément intéressant, mais on verra. Est-ce que tout ce qu'on est en train de dire n'explique pas aussi pourquoi, en disant que les partis essentiellement se ressemblent, à Québec, on a beaucoup de partis plutôt à gauche, il y a peut-être juste Québec 21 qui est plus à droite, bien que... Beaucoup moins qu'avant. Est-ce que c'est ça qui explique mieux les stratégies politiques qui ont amené plein de transfuges, parce que quand même, tu sais, l'ancienne directrice de M. Labaume qui est rendue, je pense, avec Québec 21. Après ça, il y a Bruno Marchand qui a recruté la cousine de M. Gosselin. Il y a beaucoup de mouvements. L'ex-DG de M. Labaume, Mme Trudel, qui se joint à Bruno Marchand. Pierre-Luc Lachance, qui est un ancien élu de Labaume, qui est avec aussi M. Marchand. Chef de Transition Québec, Mme Smith, qui est une ancienne candidate à la dernière élection de démocratie. Donc, c'est des gens qui ont fait des mouvements. Est-ce qu'il y a un désaveu de ceux qui quittent la Beaume, où ils se disent j'ai plus de chance ailleurs, ou j'ai pas plus de chance avec Mme Savard? J'essaie de voir qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête. C'est sûr que le fait que sur un certain nombre d'enjeux, la vision se ressemble pas toujours exactement avec les mêmes moyens, ou pas nécessairement en privilégiant chaque fois exactement le même projet dans le quartier, mais c'est sûr que le fait que ça se ressemble un petit peu plus, c'est plus interchangeable. Les véhicules politiques sont plus facilement interchangeables. On va plus voter pour le ou la candidate que le programme, sachant que les programmes sont tous à peu près pareils? Moi, je pense qu'ultimement, cette élection-là va se jouer beaucoup là-dessus.
Personnalité? C'est un peu simpliste de le dire comme ça, puis un peu une évidence, mais qui tu veux comme maire de Québec? À partir du moment où il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, moi, je pense pas que les gens vont voter parce que toi, t'as proposé un terrain de soccer synthétique dans tel quartier. Je pense pas que le choix des gens va se faire là-dessus. Qui t'as envie d'avoir comme maire? Ouais. J'allais ajouter, même si probablement que c'est pertinent pour un journaliste ou les gens qui suivent ça, mais peut-être pas pertinent pour les citoyens, c'est de savoir que depuis un demi-siècle ou à peu près, Québec a toujours eu des maires qui avaient un rayonnement politique qui allait bien au-delà de celui de la ville. Là. Ils ont joué un rôle. Et c'était des personnalités fortes, des personnages souvent assez flamboyants. Bon, je suis pas certain. Peut-être M. Marchand a ce potentiel-là dans les 5 qu'on voit actuellement. C'est peut-être celui qui est le plus près de ça, mais tu sais, c'est pas... Il y a encore un déficit de notoriété à rattraper. Fait que c'est ça. Moi, je pense que c'est le leadership, ultimement, ça va être ça. Qui tu as envie d'avoir pour maire, puis qui tu penses qui est capable... À partir du moment où tout le monde a une vision de l'aménagement urbain qui se ressemble, bon... Qui est le mieux, qui a le leadership le plus fort pour être capable de réaliser ces choses-là avec l'aide des gouvernements, etc. François, pour les électeurs dans les dernières années, la partie était plutôt facile. Tu jasais avec le mot, moi, ça va être la gang de la Beaume ou l'équipe La Beaume. Ça veut dire que dans mon secteur, je sais même pas c'est qui, mais c'est La Beaume. C'est La Beaume. Même s'il y a il a traîné ses conseillers. C'est pas qu'il y a personne qui est compétent là-dedans, ça n'a rien à voir. C'est qu'il y a plusieurs, j'espère qu'ils le savent, qui ont bénéficié d'un air d'aller qui était l'idée par un chef qui était très charismatique, qui haï vraiment par ceux qui l'haïssaient, mais surtout aimé alors pour son travail. Puis quand les gens ont commencé à calculer le bilan de M. Labaume des 12 dernières années, ils disent, tabarouette, il a quand même fait pas mal. Il a quand même fait pas mal, puis c'était plus positif que négatif, mettons. Et là, on arrive avec une élection de continuité, en théorie, parce qu'il y a personne qui dit, on va mettre on met à charrue, on arrache tout. Pas du tout. On sent que c'est une continuité. Donc, plus que jamais, qui veut-on là? Est-ce qu'on veut une équipe ou on veut la personne qui va me représenter? Prenons, la maire, c'est une chose, là. C'est une chose qui est complexe parce que moi, j'arriverai pas à deviner aujourd'hui. Mais par contre, les conseillers qui sont dans la continuité, par exemple, qui étaient avec M. Labaume là, depuis un bout de temps, ont des chances, ont peut-être des avantages. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais ceux qui sont là depuis 6, 7, 8 ans avec M. Labaume, dans leur quartier très présent, même si M. Labaume est plus là, puis que l'élection est une de continuité, ont peut-être des chances d'être... Ouais. Mais il y en a pas tant que ça. À chaque année, il y a... Il reste 5, 6 peut-être? Chaque année, oui, mais à chaque élection, il y a eu un renouvellement équipe Labaume. Donc, c'est pas juste parce que M. Labaume s'en va que non, il reste pas 15. Il y a toujours eu un bon taux de renouvellement, donc c'est le cas encore cette fois-ci, peut-être un petit peu plus, mais pas. Il faudrait que je refasse. Je ne vais pas compter, mais tu sais, c'est pas. Ça m'a pas frappé que c'était si exceptionnel. Bon, est-ce que ces conseillers-là, c'est sûr, s'ils profitent localement ils ont eu plus de visibilité que les nouveaux, mais il y a ici et là des éléments qui vont venir brouiller les cartes. Okay. Je pense que c'est pas du hasard. Québec 21 a retenu au moins trois de ses candidats. Éric Mercier, entre autres. Le fils de Ralph, ça? Oui, le fils de Ralph, fils de l'ancien maire de Lac-Saint-Charles, M. Roussin. Donc, on est allé chercher des gens dont le nom de famille évoque déjà quelque chose pour beaucoup de citoyens. Et Éric Mercier s'en sert très ouvertement dans cette campagne-là. Je suis le fils de Ralph à l'époque, puis c'est aussi un ancien député. Et à l'époque... Est-ce que tu sens la stratégie du nouveau bras droit de M. Gosselin? L'ancien bras droit de M. Labaume? Ben, je sais pas si c'est la stratégie de Richard Côté, mais c'est... Ben, moi, je trouve que ça sent ça, ouais. Ben, je sais pas, mais c'est une bonne stratégie dans le sens où tu veux profiter de la notoriété du nom Mercier. Lui-même était député à l'époque où son père était conseiller de Charlesbourg et président de l'arrondissement, puis il trouve plaisir à raconter ça. Il dit, on a fait beaucoup de choses ensemble, mon père et moi, ça, je veux continuer. Donc, lui aussi s'inscrit dans la continuité de son père, et il le fait très ouvertement. Donc, moi, je suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle pour les conseillers dans ce district-là. De M. Labaume, les ex. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, ça ajoute, je pense, au côté un peu imprévisible et puis au challenge de cette élection-là. Il y en a plusieurs qui... Québec 21 a aussi choisi M. Duplessis dans... c'est-tu à Cap-Rouge? J'étais à Sainte-Foy, toi? Qui est fils de l'ancienne députée. Suzanne Duplessis? Oui, l'ancienne députée, l'ancienne sénatrice. Donc, on joue sur la notoriété
notoriété de ces noms-là. Ben, des degrés divers, d'autres partis l'ont fait aussi, pas nécessairement parce que c'était le fils ou la fille d'eux, mais parce que c'est des gens qui... J'ai écrit ça en fin de semaine dernière dans Le Soleil. Oui. La relève, j'ai vu ça. La pomme qui est tombée pas loin de l'arbre, là, il y en a plusieurs pommes qui sont tombées pas loin de l'arbre dans cette élection-là. Donc, c'est des gens qui ont une culture politique, une connaissance, une compréhension de c'est quoi l'organisation, de ce qu'il faut pour gagner. Ils savent c'est quoi du pointage, du porte-à-porte, du financement. Tu sais, c'est des gens qui ont une expertise politique qui les rend intéressants au-delà de la notoriété du nom. On entend souvent, François, des gens des politiciens qui vont dire au municipal, t'es proche du monde, puis t'as vraiment t'as l'impression de faire un changement. Mais la motivation dans un cas comme ça, je me demandais, ça reste toujours au départ d'être élu. Ta première motivation, ça peut pas être juste moi j'embarque, les convictions sont tellement en avant, ma morale, tout ça va bien avec le parti, puis je m'en fous de pas être élu. Tu peux pas vraiment dire ça. Là. Non, c'est extrême ce que je dis. Normalement, tu fais pas ça. Mais encore que, moi, je pense que quand on questionne des gens de, exemple, Transition Québec, qui est le parti qui est vraiment le plus à gauche, là, je sais pas. Je dis pas qu'ils font pas campagne sérieusement, c'est pas ça. Puis ces gens-là sont animés par des convictions très, très profondes. Mais c'est quoi la vraie finalité d'un parti idéologique ou d'un parti progressiste, entre guillemets, extrême? C'est de faire avancer des idées bien plus que de faire élire des candidats. Fait que la journée où... Ça, c'est le réalisme, c'est la réalité. Là. C'est ça, c'est ça, mais tu sais, si tes idées qui, à une certaine époque, paraissent extrêmes, finissent par être intégrés par les autres partis parce qu'ils s'aperçoivent que ça a du bon sens, autant sur le plan de la justice sociale que de l'environnement ou autre. Comme citoyen, tu peux être heureux de ça. Ben oui, mais comme militant de ce parti-là, tu dis que si le jour où tous les partis ont intégré dans leur propre programme les idées que tu étais seul à défendre au départ, ben tu as peut-être moins besoin, tu es peut-être moins dans l'urgence de te faire élire. Tu dis, moi, mon succès, il se mesure pas juste au nombre de députés ou de candidats que je fais élire, mais il se mesure au nombre d'idées que j'ai réussi à faire avancer puis adopter par les pouvoirs publics. Puis je pense que le Parti vert, ça a beaucoup été ça, à un moment donné. Oui, c'est vrai. C'est intégré. D'ailleurs, le Parti vert, c'est sûr qu'au fédéral, ils ont fait une parenthèse. Bon, ça s'est mal passé pour des raisons, des querelles intestines et tout ça. C'était-tu le bon choix de chef, etc. Mais il y a aussi le fait que le Parti vert est quasiment dépassé sur sa gauche dans le discours des libéraux. Dans la pratique, on peut débattre, mais et même le Parti conservateur, qui a été résistant à ça longtemps, est obligé aujourd'hui de reconnaître ça. Donc, un parti comme ça perd un petit peu de sa... pas de sa pertinence, mais il n'y a pas... On peut pas dire que c'est un échec total, le Parti vert, puisque les idées, maintenant, sont mises en pratique par d'autres. Alors, je pense qu'il y a un petit peu de ça chez Transition Québec. C'est une nuance que je ferais. Non, mais en même temps, je prends ta parenthèse, la balle au bon. Tu parles des conservateurs qui ont changé un peu leur discours, puis finalement, il y en a qui se sont dit, êtes-vous conservateur? Il y en a qui se sont perdus un peu là-dedans en disant, c'est-tu le conservatisme que moi j'aimais? Finalement, on ne sait plus trop. Lui, il essaie de ramener ça plus au centre. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Ramenons ça à la scène municipale. Québec 21. Oui, moi, je me dis, Québec 21 en disant, on est moins, tu sais, finalement, quand t'es rendu comme une radio comme Choix FM, te soutiens plus, ça veut dire qu'il y a eu un changement important, là. Tu sais, exemple, c'est un exemple à Québec que les gens comprennent bien, mais d'autre part, les gens vont dire, c'est quoi Québec 21? C'était le stationnement, c'était une blague, mais après ça, c'était le troisième lien, sinon rien d'autre. Puis là, finalement, c'est un train léger qui est plus ou moins réaliste. Là. Rapidement, tu peux défaire l'argumentaire que ça va se faire, puis que le gouvernement va mettre de l'argent. Moi, je pense qu'en faisant ça, même si ça va être, moi, je pense que ça va revenir à surface. Ça. C'est sûr. Puis moi, je pense que ça va leur faire mal sur la crédibilité. Tu sais, le mouvement, un peu moins à droite, un peu plus au centre, je dis pas que c'est fou. Mais faites comme ça avec un gros projet qui est plus ou moins réaliste, moi j'ai peur que ça leur pète d'en face. C'est un peu casse-cou. C'est dangereux. Parce qu'ils misent beaucoup sur la crédibilité. Ils ont mis beaucoup sur ce projet-là, beaucoup de leur crédibilité. Par contre, ils ont gagné de la crédibilité sur tous les autres enjeux, je dirais. Oui. Tu sais, on les entend parler de patrimoine et tout ça, parce qu'en 2017, c'était aussi le parti de... entre guillemets conservateur, dans le sens de moins d'État ou moins d'intervention possible à la ville. Ils vont nous dire aujourd'hui qu'ils sont encore, ils veulent encore être vigilants et essayer de réduire les dépenses, mais dans les faits, là, il n'y a personne qui réussit tant que ça à réduire les dépenses parce qu'il n'y a personne qui veut abandonner des programmes. Tout le monde pense qu'il faut mettre des efforts pour la protection du patrimoine, la vie de quartier, les équipements de sport, l'entretien des infrastructures. L'environnement est encore plus proactif. Alors, tout le monde convient qu'il faut faire ça. Donc, essaye de couper des programmes maintenant. Fait que c'est pour ça, là, ils étaient dans moins d'États ou moins de villes et dans les faits, là, aujourd'hui, je pense que c'est plus difficile. Donc, ils se sont beaucoup rapprochés du centre. Et peut-être que ça ouvre de la place pour un parti à la Éric Duhem sur la scène municipale, peut-être. Je sais pas, parce que il y a plus personne qui est complètement plus à droite, à droite.
de toute façon, je suis pas sûr si l'axe gauche-droite sert encore beaucoup à définir, autant qu'avant, à définir les partis politiques. Il n'y a pas tant de différence, en tout cas. Il n'y a plus tant de différence que ça entre la gauche et la droite. Est-ce que c'est l'axe environnemental? Puis même là, les partis, on ne peut pas les départager vraiment là-dessus. Il y en a qui vont plus loin que d'autres, mais il n'y a plus les mêmes genres de fractures, là, souverainistes, fédéralistes, environnementalistes ou pas, gauche ou droite. On sent moins ces fractures. On a un cocktail actuellement qui risque de nous amener inévitablement. Écoute, le temps va dire, on peut jamais dire d'avance, on va faire l'histoire, mais c'est probable qu'on n'ait pas une grosse majorité comme c'est souvent le cas à Québec depuis 50 ans. Tu as eu des majorités importantes. Souvent, des chefs qui ont été plébiscités, puis tant qu'ils n'ont pas voulu sacrer le camp, on les a gardés. Mais là, moi, en tout cas, à moins que ça change, il reste quelques semaines quand même, je vois pas comment on peut arriver avec une grosse majorité écrasante là, dans les conditions actuelles. Ben, je ferais la même analyse. Je pense qu'il va y avoir une lutte, assez probablement une lutte avec 3 joueurs plus significatifs. M. Marchand, Mme Savard. Mme Savard, puis M. Gosselin. Je pense qu'il y a 3 partis qui ont une chance plus probable de gagner la mairie. Mais je pense aussi que les 5 partis vont avoir un impact dans cette... Okay. On peut pas écarter... Même des votes partout. Partis. On sait pas... C'est-à-dire que avoir un peu de vote, là. Oui, puis concentré. Donc, ça peut brouiller les cartes. Exemple, Démocratie Québec, qui est le parti de M. Rousseau, et Transition Québec, eux, très clairement, ils vont courtiser le même genre d'électeurs, mais au centre-ville. Beaucoup au centre-ville. La Haute-Ville, centre-ville. Limoilou. Moi, je pense que Transition Québec, c'est là que vient la chef. Moi, je pense que Transition Québec peut avoir plusieurs points de pourcentage dans Limoilou, et ça va brouiller les cartes. Est-ce que qui va sortir Saint-Sauveur aussi, peut-être? Ouais, peut-être. En tout cas, partout en Basse-Ville et Centre-Ville. Même chose pour Démocratie Québec. Donc, ces 2 partis-là vont être très présents dans les districts de centre-ville, ce qui peut mêler les cartes, puis à la limite faire ressortir n'importe qui. Si tu divises trop le vote de gauche, entre guillemets, est-ce que Québec 21 peut se faufiler? Donc, ça rend tous les scénarios possibles. Par contre, quand on va aller en périphérie, je pense pas que Transition Québec marque beaucoup de points à Val-Bélair ou dans la périphérie. Là, la joute va jouer davantage avec Québec 21, Mme Savard, monsieur... Il y a peut-être M. Marchand qui, jusqu'à maintenant, moi, me donne l'impression qu'il a réussi à créer un équilibre, à projeter l'image d'un équilibre très grand entre banlieue et centre-ville. Peut-être Mme Savard aussi. Il traînera pas comme talon d'Achille son histoire de paiement des taxes sur le long du tramway. Moi, c'est une erreur, on l'a senti. Si on place le contexte... C'est une erreur aussi, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas dire ça. Moi, pas pareil, là. Écoute, j'étais pas présent, mais ma compréhension, c'est qu'il a répondu à une question, c'était pas son sujet du jour. Non. Il a répondu à une question, qui était une bonne question. Il s'est laissé entraîner à ouvrir une porte, puis à essayer peut-être d'expliquer, je sais pas si il maîtrisait pas le concept ou c'est juste dans la façon de l'expliquer. En tout cas, évidemment, si ça a donné l'impression que si tu habites à proximité du tramway, tu vas avoir une surtaxe, moi, je pense que à tout prendre, j'aime bien mieux un chef qui s'aperçoit, OK, j'ai dit ça, j'ai ouvert cette porte-là, ça va me nuire, je la referme tout de suite, je me suis trompé, je retire l'idée. J'aime mieux quelqu'un qui reconnaît son erreur puis qui recule que quelqu'un qui s'entête dans l'erreur. Même M. Labaume m'avait appris à faire ça, ce qui n'était pas le cas au début. Tu te rappelles, en 2013, 14, 15, il est arrivé une couple de fois et il dit je l'ai échappé complètement. J'aurais pas dû dire ça. Moi, j'aime mieux ça. Puis je pense que moi, je pense pas que ça va plomber sa campagne. C'est sûr que ça a plombé probablement sa journée. Ça a peut-être plombé 2 jours de sa campagne là, où il a été obligé de se défendre, de s'expliquer. Mais moi, je pense pas qu'il va traîner ça tout le long. Là. 2 choses. Quand on dit qu'à peu près 80% des gens de Québec ont trouvé que l'administration Labaume, la gestion Labaume, c'était satisfaisant au départ, à l'annonce du départ de M. Labaume, moi, ma première question, j'ai 2 volets, comme disait André Bélé. J'ai une question à 2 volets. Premier, est-ce que les gens font la référence directe avec les candidats de M. Labaume de l'époque? Si on est satisfait de la gestion de M. Labaume, est-ce qu'on présume que notre conseiller va continuer de la même façon, va être capable d'avoir sans avoir le même chef? Ça, c'est le premier point. Puis deuxièmement, après ça, je veux qu'on parle des chefs spécifiquement, parce qu'il y a le vote pour le maire, puis il y a le vote pour les conseillers. Mais ma première question, mon premier volet, le deuxième viendra après. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'il y a une incidence directe sur ceux qui étaient avec M. Labaume, sur la satisfaction générale des gens? Bien, théoriquement, on peut penser que oui. Là, écoute, ces conseillers-là ont profité de la locomotive Labaume lors de toutes les élections précédentes. Si Mme Savard réussit à vraiment incarner la continuité et à dire « je suis
entre guillemets, je suis la bombe. Enfin, elle sera pas la bombe parce que tout le monde sait que c'est pas la même personnalité et tout ça, mais non, je comprends. C'est sûr qu'elle va probablement que l'image, la locomotive, la bombe, va peut-être encore donner un coup de main à ses parce que des fois, on dit que ça prend le changement. C'est le mot le plus galvaudé dans les élections. Mais quand ça va bien, on va continuer, ça va bien. D'ailleurs, oui, il y a un changement de leadership. Parce qu'il y a un énorme vacuum de leadership à Québec. Mais autrement, c'est pas une campagne qui se fait sur le thème du changement. Pas du tout. Pas du tout. Tout le monde est dans la continuité, ou à peu près, à quelques virgules près. Mais pas tant sur l'essentiel, comme on disait tantôt. Tu sais, t'as des conventions collectives qui vont bien depuis des années, mais qui coûtent très cher. Tu sais, comme tu dis, il n'y a pas de jeu tant que ça dans le budget. Là. On rendait à quoi? Combien de milliards à Québec? 6-7 milliards? Le budget annuel? Oui, c'est... Non, le budget annuel, c'est moins que ça quand même. 2, 3? Le budget annuel de la Ville de Québec, je crois que c'est à peu près 1,6 milliard, je dirais. Okay. Puis le budget des infrastructures, c'est à peu près ça aussi, sur 2-3 ans, c'est à peu près ça. 7 milliards, ça allait bien, mon enfant. Ouais, t'es rendu loin un petit peu. On ferait pas mal de kilomètres de métro léger avec ça, je pense. OK, donc, parlons des chefs, parce que c'est intéressant. Moi, je vois comme toi une lutte à 3, probablement. Un élément dont on a peu parlé, tu l'évoquais un petit peu tantôt, puis c'est dans les élections provinciales et fédérales, c'est fondamental, c'est la tenue du chef, le côté verbomoteur du chef, la présence du chef, son aura, donc ce qui dégage. Et là-dessus, je te rejoins complètement. Si on regarde que cet aspect-là, parce qu'il faut regarder autre chose, M. Marchand a une coche en haut de tout le monde. Ça, il n'y a pas de doute. Il est à l'aise. Il a l'air crédible. On parle de perception. Ça va me dire, l'est-il pas? Mais souvent, dans la perception des gens, il a l'air à savoir où il s'en va. Il est sympathique, passe bien. Tu sais, c'est toutes des expressions qui sont marketing, mais baptême, tu sais comment ça compte? Oui, c'est ça que c'est important. Puis c'est quelqu'un aussi, on peut penser qu'il y a un bon pouvoir de persuasion. C'est un gars qui était à Centraide, DG de Centraide. Donc, sa job, c'est de persuader des gens d'affaires et des citoyens de collaborer et tout ça. Donc, il y a eu une job de vente. Beaucoup. Donc, je pense qu'il y a ce talent-là. Et il y a aussi ces réseaux-là. Donc, des réseaux dans le communautaire, dans le social, dans les milieux d'affaires, dans l'institutionnel. Donc, il a fréquenté tous ces réseaux-là pour les solliciter. Donc, oui, je pense qu'il y a ce talent-là. Puis c'est pas pour rien qu'un nouveau parti est allé le chercher. Et ce nouveau parti-là, au plan idéologique, on aurait pu dire, ouais, mais pourquoi ils n'ont pas fait la fusion avec Démocratie Québec? Avec Transition Québec, qui est un peu plus extrême, ça me paraît plus difficile. Tu sais, de penser, quand le PQ a essayé de fusionner avec Québec solidaire voulait rien savoir. Tu sais, c'est trop extrême. Mais avec Démocratie Québec, tu sais, le problème, c'est peut-être M. Rousseau. C'est pas le nom du parti. C'est peut-être les deux. Non, mais c'est peut-être, tu sais, Démocratie Québec traîne l'image d'un parti de centre-ville. C'était le parti d'Anne Guérette, parti de centre-ville, parti qui a été divisé par des querelles intestines. Et puis, si M. Rousseau, lui, en cours de route, avait déjà fait le choix, je vais être candidat, je rebâtis, malgré ces difficultés-là, je continue de maintenir la marque Démocratie Québec, puis je vais être le candidat à la mairie. Peut-être que ça ne tentait pas de reculer. Et puis... Lui, il aurait été avantagé. Il aurait été avantagé d'être avec M. Marchand, moi. C'est sûr qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour deux chefs dans le parti. Il aurait fallu qu'il se tasse. Mais inversement, peut-être que M. Marchand n'a pas trop insisté pour aller les recruter non plus, en disant, justement, je veux me démarquer de ce qui est peut-être le passé de Démocratie Québec, puis qui n'a pas peut-être nuit par le passé à Démocratie Québec. Donc, j'ai peut-être intérêt à garder mes distances, puis à ne pas faire exprès d'essayer de recruter monsieur. Sauf que le résultat, c'est que ça risque d'être à certains endroits une division du vote. François, je vais te faire une confidence, puis je suis persuadé que ça rejoint bien du monde. Moi, pas monsieur Marchand, mais voyons, comment il s'appelle, transition, là, monsieur Rousseau. De Démocratie Québec. Bon, Démocratie Québec. Ça vient mêlant, les noms de partis. Hein? Caroline. Imagine ceux qui suivent pas ça puis qui essaient de démêler. Je regarde juste ma blonde qui a de la misère. Pourtant, c'est pas parce qu'elle n'en entend pas parler. Non, on peut se ça vient mêlant rapidement si tu fais pas attention. Mais monsieur Rousseau, jusqu'à il y a une semaine, moi, je pensais qu'il se présentait comme maire, mais il n'y a pas de parti. Je pensais qu'il était, lui, comme un indépendant qui se présentait. Puis là, j'ai vu qu'il y avait des candidats. Je te le dis, là, j'ai découvert ça. Puis je pense pas que je suis pas autant dedans, mais je lis mon journal, je lis mes journaux en ligne. Tu sais, je suis ça quand même plus que la moyenne des autres, je pense. Je suis pas le plus informé à Québec, mais j'ai encore un intérêt, évidemment, pour plusieurs raisons. Alors moi, j'ai appris ça. Peut-être que j'aurais dû faire mes devoirs, faire mes recherches, comme me diraient d'autres. Mais je me dis, si moi, j'ai appris ça il y a une semaine, il y en a une gang qui ne le savent pas encore, là. Fait que, tu sais, lui, c'est plus compliqué. M. Marchand fait des sorties qui ont été plus significatives. Son style l'aide. Puis
en même temps, même la bourde qu'il a faite, s'il y a un aspect positif à en sortir, ça l'a mis en lumière beaucoup, sa présence. C'est niaiseux, il y avait des gens qui c'est lui, ce marchand. J'ai entendu ça autour de moi, je dis, regardons, c'est pas juste négatif, si tu te ramènes. Dans le cas de M. Rousseau, il a été présent à l'Hôtel de Ville, puis moi, je trouve qu'il a fait un excellent travail. Il était le seul représentant de Démocratie Québec. Souvent pertinent, souvent. Moi, je trouve qu'il a toujours soulevé des enjeux pertinents, puis il l'a fait avec... je parlais de potentiel, je parlais pas de compétences. Mais c'est ça, c'est peut-être quelqu'un qui est moins, entre guillemets, qui est moins souriant, qui peut être perçu comme moins séduisant là, que d'autres, ce qui lui enlève absolument pas ses compétences. Mais je pense c'est celui de tous les candidats qui a eu le plus de misère, je crois, à recruter une équipe. Ça s'est fait seulement vendredi dernier. Donc, final, là, y a-tu de... Là, c'est final. Là, il y en a partout, mais tu sais, c'est des noms. Et puis, les 9 derniers, il les a livrés un vendredi après-midi. Par Hubert? Quasiment en cachette dans un communiqué. Puis je pense que j'ai compris pourquoi. D'abord, je dis pas que c'est des mauvaises personnes, pas du tout. Mais il y avait 8 hommes sur 9 candidats. Puis au total, je pense qu'il y a 5 hommes. Il y a 5 femmes seulement sur 21 candidats. Ça détonne par rapport aux autres. Je dis pas que c'est si important que ça. Moi, j'ai toujours été de ceux qui prenaient ces statistiques-là avec beaucoup de compétences avant le sexe, mais en même temps, il faut favoriser puis à un moment donné, il y a une question d'image et tout ça. Puis il y a eu plus de misère. Tu sais, à part dans Saint-Roch, là, il y a Mbaye qui est l'ancien, qui est son candidat dans Saint-Roch. J'ose pas prononcer, il m'excusera le nom de famille pour pas le maltraiter, mais même sur leur pancarte, ils mettent juste Mbaye aussi, qui lui était le président du parti, puis qui a été peut-être un petit peu plus présent, puis je pense qu'il est plus connu. Je dis pas que les autres sont pas connus dans leur voisinage, mais à l'échelle d'une ville, c'est sûr. Mais de toute façon, à l'échelle d'une ville, qui connaît les candidats, à moins que ce soit le fils de Mercier ou le fils de Suzanne Duplessis. C'est très difficile. Les conseillers, on les même ceux qui sont là depuis 10 ans. Même ceux qui sont élus, même les conseillers élus, on n'est pas capable de les nommer, à moins de suivre l'activité. Donc, c'est beaucoup... Tu sais, c'est un régime présidentiel au municipal. C'est très centré sur la personne du maire ou de la mairesse. OK. 2-3 questions pour finir, pour faire le tour. En 2017, on a eu 51 % de taux de participation. C'était pas si élevé pour du municipal, c'était pas si mal, mais c'était pas si élevé. Est-ce que tu t'attends plus bas cette fois-ci? Il y a deux choses qui pourraient nous faire penser le contraire. C'est-à-dire que c'est intéressant parce qu'on ne sait pas qui va rentrer. Fait que est-ce qu'on va avoir le goût de s'impliquer plus? Je ne sais pas. Puis en même temps, d'autres vont dire c'est du pareil au même, que ça change quoi? Moi, c'est deux choses qui s'affrontent. C'est sûr que quand c'est du pareil, quand tu as l'impression, à tort ou à raison, que c'est du pareil au même, puis que ton vote ne change rien, parce que de toute façon, on s'en va dans cette direction-là. Oui. Tout est réglé, le tramway. La motivation à aller voter est moins grande. Moi, je trouve penser que la démocratie est très vigoureuse, pas quand il y a 5 partis ou 10 partis ou 10 candidats, c'est quand tu as des offres qui sont vraiment distinctives, puis là, tu peux faire un vrai choix, tout ça. Ça me paraît moins évident, ce qui nous ramène à la question du leadership, puis si t'as pas quelqu'un qui s'est démarqué. Mais ça, pour l'instant, là, on est en début de campagne, Gilles. Oui. La semaine prochaine, il y a 3 débats auxquels participent les candidats, puis il va y en avoir 1 ou 2 autres après. Tu peux t'élever, mais tu peux t'en Moi, manger. je pense que ces débats-là vont être importants. Si on se dit que ça va jouer sur le leadership, puis sur l'image que c'est sûr, il n'y aura pas 80% des citoyens qui vont écouter les débats, mais il va y avoir du spin qui va se faire après, puis qui a l'analyse, François Bourque et d'autres qui vont analyser. C'est souvent ça qu'on fait, on va ramasser les impressions. C'est ça, comme je l'ai fait avec les élections fédérales. Moi, j'ai écouté aucun des 3 débats. Accident, je n'étais pas disponible. Mais j'ai fini par comprendre ce qui s'était passé au débat parce que j'ai vu les analyses des comptes rendus. Et ça va peut-être permettre à des candidats de prendre plus d'espace ou d'en perdre. Mais je pense que les débats vont être importants si on pense que l'élection va se jouer sur la personne du chef. C'est sûr que ça va avoir une influence. Pas, comme tu dis, tu l'as très bien exprimé. C'est pas que ça va être si écouté que ça, mais ça va être, on va regarder qui s'en sort, les plus, les moins, là. Tu sais, le fameux plus-moins, on est là-dedans, le plus simple possible. Bon. Qu'est-ce qui serait le pire? Je vais poser la question, là c'est 2 volets vraiment. Qu'est-ce qui serait le pire pour la ville le 7 novembre prochain? Puis qu'est-ce qui serait le mieux comme résultat? Ou, tu sais, en fait, c'est difficile de prédire, mais qu'est-ce qui serait le pire? Il y a quelque chose qui serait le pire, c'est que ça soit très, très dispersé. Dans le fond, ça changerait-tu quelque chose? Ça serait mon autre question. Oui, c'est une bonne question parce que, tu sais, mon premier réflexe, c'est de dire que c'est un maire ou une mairesse qui va être élu avec 25% des voix ou 30% des voix. Un taux de participation très bas, tu veux dire? Oui, mais taux de participation, mais un pourcentage de vote. Okay. De vote très, très, très faible. Tu vas me dire que les premiers ministres du Québec, il y en a qui ont été élus avec 33% des voix, puis bon, ça les a pas empêchés
de fonctionner. Mais moi, je pense qu'un maire ou une mairesse qui serait élu avec moins de 30% des voix, ça n'aura pas le même tirant d'eau, puis tu n'auras pas exactement le même rapport de force auprès des pouvoirs supérieurs qu'il faut convaincre. Bon, est-ce que c'est le pire qui peut nous arriver? Je sais pas. Il faudrait présumer que sur les 5 chefs, il y en en fait, pour éviter ça, il faudrait qu'il y en ait 2 ou 3, puis c'est probablement 2 qui vont sortir du lot, là, qui vont avoir plus de votes. Éventuellement, ça va peut-être se polariser un peu. Entre qui? Est-ce que ça va se polariser autour de la question du tramway? C'est sûr que Québec 21 va beaucoup pousser pour que le tramway soit la question de l'urne. Oui. C'est sûr. Il va y en avoir quelques autres, des enjeux. Moi, je trouve que l'enjeu, ça tourne autour du tramway. Moi, je trouve que qu'est-ce qui va se passer à Québec dans les 4 prochaines années? Moi, je vois 2 problèmes à Québec. Deux gros enjeux, puis je suis pas sûr qu'on en a parlé beaucoup à date depuis le début. Pénurie de main-d'œuvre. Tu vas me dire que c'est pas un sujet qui est que municipal, mais je pense que c'est le gros défi de Québec les 4 prochaines années. Le premier gros défi, et ça, je pense que les villes peuvent probablement faire plus que ce qu'elles font en ce moment. Comment, quoi exactement, je sais pas, mais moi, j'aimerais ça les entendre davantage là-dessus. Puis le deuxième gros sujet, bien évidemment, c'est le tramway, mais c'est le chantier du tramway. Comment on va gérer ça? Quand on voit comment la Ville de Québec réussit à faire de la ville une catastrophe avec des petits, juste avec les petits chantiers où tu fais comme exprès de planifier des travaux dans tous les axes est-ouest en même temps. Tu pars une rue, OK, Laurier, Grande Allée, c'est bloqué, parfait, je prends René Lévesque. OK, c'est bloqué aussi, puis tu descends l'autre. Quand tu vois comment on réussit pas à planifier... C'est le plus gros point d'interrogation que j'ai en tête comme citoyen, moi. Ben, c'est ça. Donc, moi, la gestion du chantier, on en parle un petit peu, tu sais. On en a parlé dans le cas de la route de l'Église, qui a été une catastrophe au niveau des relations avec les commerçants quand il y a eu ces travaux-là. La Ville a beaucoup appris, a fait beaucoup mieux quand on a refait la rue Maguire. Moi, je pense que ça va être un enjeu important. Comment on va gérer ce chantier-là du tramway pour essayer de minimiser des dommages et des inconvénients? Il va y en avoir. Ça va être le bordel, c'est sûr, mais on peut essayer d'atténuer. Ça, c'est un gros sujet. Et puis, il y en a d'autres. Le troisième lien, évidemment, c'est drôle, on en parle moins qu'en 2017 parce que Québec 21, c'était son seul sujet en 2017. Mais comment on va le faire sortir, ce tunnel-là, sans bousculer et déranger la vie du quartier? Moi, j'espère qu'on va entendre les partis proposer des choses plus concrètes. Là. Sûr que Transition Québec dit moi, je veux pas de tunnel. Peu importe ce qu'on met dedans, j'en veux pas. OK, c'est clair. Parfait. Démocratie Québec dit oui à un tunnel où il y aurait juste du transport en commun. OK, mais ça arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Le gouvernement promet une autoroute. Fait que ça sera pas ça. Alors, les trois autres parties, comment tu vois la sortie du tunnel? Comment tu vas atténuer ça? Tu vas-tu te battre pour pas qu'il y ait une sortie, pour pas qu'il y ait 2 sorties à Québec? Là-dessus, moi, je pense que la Ville a encore des poignées. C'est un enjeu sur lequel on les a pas encore entendus, où on est resté très général. Moi, j'aimerais ça qu'ils deviennent plus précis en cours de route. J'espère qu'ils vont t'entendre puis qu'ils vont écouter le podcast. On va leur suggérer parce que je suis tellement content que tu parles du tramway de la façon avec laquelle tu l'as évoqué. Parce que pour moi, et pour bien des gens autour, d'accord ou pas d'accord en prémisse, c'est réglé. Il va y avoir un tramway. On est en train de faire des travaux préparatoires, des études préparatoires, des consortiums qui s'en viennent. Fait que maintenant, comment vous allez gérer ça? Cet été, on s'est tous posé la même question. Fait que faut parler du tramway sur cet axe-là. Puis quand tu parles de la sortie du tunnel, sortie du tunnel, moi je dis que c'est quelque chose qui est en filigrane de ça. Puis l'emploi, je le mettrais moi aussi numéro 1. C'est fou comment il va. Là, tu sais ce qu'on va vivre là, dans les prochaines semaines. Puis pas moi qui le dis, c'est des banques, mais c'est aussi des opérateurs de restaurants et autres bars. Ça va être des faillites. Là. Parce que là, l'aide fédérale arrête là, dans les jours qui suivent, début octobre. Puis là, il va falloir que tu payes là, si t'es locataire. Tout ça. Fait on le sait que. Puis les mois d'hiver, tu sais, souvent, ça prend un bon été pour être capable de passer les mois plus tranquilles. Il faut s'attendre à ça. Là. On va le vivre au municipal, provincial et au fédéral. Ah non, ça, puis la pénurie de main-d'œuvre, oui, il va y avoir des faillites, mais la pénurie de main-d'œuvre était déjà là avant la pandémie, elle va continuer d'être là. Mais tu sais, quand on arrive dans les propos, je dis, j'aimerais ça entendre des parties être plus précis sur des éléments du tramway ou de la sortie. Puis en même temps, c'est sûr que il y a une tentative, tu sais, tu veux pas. Puis je me vise là-dedans. Tu sais, on s'improvise tout, gérant d'estrade, puis penser que techniquement, on est capable. Ils ont juste à faire ça, ils ont juste à le sortir là, ça. Tu sais, le bureau de projet, c'est pas des nonos non plus. Et ils ont réfléchi à tout ça, là. Pour le tunnel, je dis pas qu'ils sont des nonos, mais disons que le projet a été d'abord un projet politique,
beaucoup trop vite improvisé. Fait. Oui, il est vite fait. Là, il n'y a pas eu de travail très, très sérieux qui avait été fait jusqu'à maintenant. Même quand ils ont rendu public le projet au printemps dernier, grosse conférence de presse, le comment, on n'a encore aucune idée. C'est un beau gros dessin, là, mais finalement, on n'a pas bien plus loin que ça. C'est ça. C'est sûr qu'il y a un danger à ce que tout le monde essaye de jouer gérant d'estrade puis penser que moi, je l'ai la solution. Mais en tout cas, on peut au moins identifier là, tel aspect, c'est un irritant. Si on dit que c'est la plateforme, si on dit que c'est les arbres, si on dit tel là, ben au moins on peut insister là-dessus pour essayer de trouver des solutions. Est-ce que ça impliquera des coûts supplémentaires? Sûrement. C'est possible aussi. 3 milliards, j'espère que tu ne crois pas ça, là. Ça va finir à 5. Ah non, t'es sûr? C'est pas vrai? Merci François d'être passé. François Bourque du Soleil. Un plaisir, au revoir.